Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est au cœur d'une Provence incroyablement verte et azur que nous vous emmenons aujourd'hui. Un voyage au sud-est de la France, du Var aux imposantes gorges du Verdon, où vous attendent des paysages enchanteurs entre terre et mer, faits de tradition et d'authenticité. Vous ferez d'abord une halte dans la mythique ville de Saint-Tropez, à la découverte de l'histoire surprenante de ce petit port de pêche, bien loin des clichés qui lui collent aujourd'hui à la peau. Vous arpenterez ensuite l'exceptionnel arrière-pays varois, qui vous mènera de la route de ces villages perchés pittoresques à la quiétude de l'abbaye du Toronnais, nichée en pleine forêt. Enfin, c'est au fil de l'eau que vous découvrirez les discrètes gorges de Baudinard, petite sœur des gorges du Verdon, à la beauté renversante qui renferme bien des secrets géologiques. Un territoire aux multiples facettes que vous parcourrez en compagnie de personnalités truculentes, amoureuses de leur patrimoine et aussi généreuses que leur région. C'est par le golfe de Saint-Tropez que nous débutons notre voyage. Terre de contraste où se succèdent des décors de cartes postales qui fleurent bon la Provence, le golfe de Saint-Tropez offre aux curieux qui savent sortir des sentiers battus des reliefs boisés et sauvages qui se marient parfaitement aux petites criques turquoises de la côte. Sans oublier le charme indéniable de ces petits villages où il fait bon flâner sur les places. Autant d'atouts qui font rêver chaque année des milliers de touristes. Un territoire extraordinaire qu'André, enfant du pays, connaît comme sa poche. C'est donc tout naturellement que ce restaurateur amoureux de son terroir sera notre guide. Le golfe de Saint-Tropez, ce sont mes racines. Hein. Même si j'ai pas mal navigué, pas mal dans ma vie, je me rends compte qu'il n'y a rien qui est plus beau qu'ici. Il y a la colline, il y a la mer, il y a le village, il y a tout qui fait pour avoir une bonne vie, quoi, si je peux dire. C'est heureux comme un coq en pâte qu'André nous mène vers sa première destination, dans une des villes les plus célèbres au monde. Reconnaissable entre toutes, avec son clocher aux couleurs ocre et terre de sienne, Saint-Tropez est l'incontournable du golfe. Quand on pense à Saint-Tropez, c'est souvent la même rengaine. Difficile de se détacher de l'image d'Épinal de cette cité rendue mythique par Brigitte Bardot, où les clichés ont la vie dure. Bien loin de ces stéréotypes habituels, il existe encore un Saint-Tropez à l'histoire secrète et à l'âme authentique qu'André veut nous faire partager aujourd'hui. Pour découvrir l'autre visage de cette ville vedette, il peut faire confiance à Laurent. Salut mon cher. Ça va? Comment tu vas, André? Tu vas bien, ça va et toi? Bonjour. Conservateur du musée de la citadelle de Saint-Tropez, il connaît l'histoire de la cité sur le bout des doigts. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, sur ce port qui est mondialement connu? Alors parce que c'est un des plus vieux ports de la côte et un des plus vieux du département du Var. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ports de partout. Mais il faut se dire qu'au 16e, 17e, il y a très peu de ports. Il y a Antibes, qui est la zone frontière avec le royaume de Savoie. Il y a Saint-Tropez, en port aménagé. Hein. Ah oui, d'accord, en port aménagé. Et ensuite, c'est Toulon, l'arsenal en construction et en devenir. Entre, il y a beaucoup de mouillages, mais des ports naturels. Un port essentiel qui va transformer l'avenir du village. Pour comprendre toute son importance, il faut se hisser en haut de la tour du Portalet. Alors Laurent, là, on arrive quand même en hauteur du port.
Pourquoi au XVe siècle on va faire un port comme ça alors que tout le monde cherchait à se cacher dans la colline, quoi? Non, tu as raison. En fait, c'est un pari audacieux au départ. Parce qu'effectivement, au Moyen-Âge, avec tous les dangers qu'il y a de guerre, de famine, etc., bon, les villages sont à l'intérieur. Mais là, il y a un projet audacieux du baron de Grimaud qui possède toutes les terres du Golfe quasiment et qui veut créer un bastion, c'est-à-dire un lieu fortifié pour protéger les terres du Golfe. Il y a une piraterie en mer, donc le danger, il est récurrent. Donc ici, on fait un port pour créer une activité commerciale qui démarre par la culture de la vigne et donc la vente du vin. Et avec toutes les ressources financières, du vin mais aussi d'autres produits, on va pouvoir bâtir des fortifications et défendre le Golfe. Ce qui est intéressant, c'est que le pari, comme je disais, qui est audacieux, fonctionne. La ville se développe. Et quand on part vers 1470, l'année de la Renaissance, on démarre avec une centaine d'habitants à peu près. Et un siècle plus tard, il y en a presque 4000. C'est pour ça que le golfe, qui s'appelait avant Golfe de Grimaud, va s'appeler après Golfe Saint-Tropez. C'est la ville qui devient la plus importante. L'activité maritime de Saint-Tropez ne cesse elle aussi de grandir. Au XVIIIe siècle, avec la fin du monopole de la Compagnie des Indes, de nombreux Tropéziens commercent sur toutes les mers du monde et partent pour des années d'aventure. Il faut alors imaginer, en l'absence de ses capitaines, une cité à l'organisation et au caractère très surprenant pour l'époque. Il faut imaginer au XVIIIe siècle que, et je vais grossir le trait volontairement, que c'est une ville de femmes. Pourquoi? Parce que simplement, 6 à 7 hommes sur 10 avaient une profession maritime. Ils sont en mer, donc ils partent pour quelques jours, quelques semaines, ou même quelques années. Donc il ne restait que des femmes et des enfants et des vieux. Voilà, absolument. Et comme cette population est essentiellement féminine et que les hommes ne sont pas là, avant que l'homme parte en mer, il passe chez notaire pour signer une procuration, que ce soit une procuration particulière ou générale. Alors générale, ça veut dire que l'épouse peut tout faire, acheter, vendre, faire des affaires, faire des procès. Et dans les archives, on tombe sur des pépites. On sait par exemple qu'il y a des femmes qui ont fait des procès à des capitaines qu'on avait vu d'autres, qui avaient combattu en mer, les corsaires, les pirates, etc. Et ça donne une image complètement différente, oubliée, et qui était une réalité. Pour terminer leur balade, c'est une autre image oubliée de Saint-Tropez que Laurent va faire découvrir à André. Un dernier secret d'histoire, livré dans un endroit privé, inattendu, en plein centre-ville, et dont Laurent nous ouvre les portes, exceptionnellement. Viens André. Alors là, viens dans mon jardin secret. Là, on peut parler quand même de privilèges pour Saint-Tropez. On est entre le port et la place des Lys, dans le 3e espace que les Tropéziens ont créé. On a vu la vieille ville, au bord de la mer, le port qui est le 2e espace pour les bateaux, et puis un 3e qui crée une série de jardins, d'agréments. Pour alimenter les gens. Alors effectivement, on trouvait des fruits, des légumes. De la volaille aussi. De la volaille, des cochons, etc. qui étaient ici, parce que c'était quand même sécurisé, c'était clos par des murs. Donc s'il y avait tous ces jardins, avec des poules, des lapins, des cochons. Les cochons aussi, il fallait bien qu'il y ait de l'eau. Oui, et c'est la grande richesse secrète de Saint-Tropez. Il y a de l'eau partout. En fait, il y a même des maisons au bord de l'eau, à 3 mètres de la plage, avec de l'eau claire au mois d'août, et fraîche. Et donc dans ces jardins-là, il y a toujours ou des fontaines, arrivées de sources, ou des puits. C'est pour ça qu'on peut parler de jardin secret à Saint-Tropez. Absolument, on est là entre le port et la place des Lys. C'est-à-dire que dans le brouhaha de l'été, on ne se doute pas qu'il y a des havres de paix comme celui-ci. C'est extraordinaire. Merci beaucoup Laurent. C'était un plaisir et on se reverra. Je vais continuer ma tournée. Merci Laurent. Si le jardin de Laurent renferme bien des trésors, il existe à seulement 20 km de Saint-Tropez un autre Éden, unique en son genre, à ne manquer sous aucun prétexte. Au pied du massif des Maures, le domaine du Rayol, classé jardin remarquable, offre avec ses milliers d'espèces venues du monde entier un voyage étonnant à travers les pays du globe. Un paradis exotique exceptionnel qu'André tient absolument à nous faire découvrir en compagnie de son ami Alain. Les fameux eucalyptus. Regarde, t'as même un filao là. C'est beau ça. Il y en avait en Afrique de ça. Jardinier en chef, Alain connaît tout des petites et des grandes histoires de ces plantes. À commencer par les cactés arides du Mexique, des espèces qui ne manquent pas de piquer la curiosité d'André. Et alors dis-moi un peu ce qu'on appelle le fameux coussin de belle-mère. Ah, le fameux coussin de belle-mère. C'est un échinocactus, c'est un vrai cactus. Échinocactus. Échinocactus grusonii. L'intérêt du coussin de belle-mère, c'est que quand il fait sec,
c'est un peu comme un accordéon, tu vois, il va se restreindre. Puis là, en ce moment, il va prendre l'eau. Pompe-l'eau, il a réserve. Voilà, et pompe l'eau, et il va gonfler la réserve. Donc tu peux avoir des changements de volume de plus de 50%. Hein. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle coussin de belle-mère? D'après toi, tu vois, ça ressemble un petit peu à un coussin. Voilà, mamie, tu pourrais t'asseoir là. Ces coussins de belle-mère cohabitent sans aucune difficulté avec le maquis provençal, les bambous de Chine ou encore les fougères arborescentes de Nouvelle-Zélande. Une incroyable colocation due aux températures de transition idéales qu'offre le climat varois et qui vous plongera en un rien de temps au cœur du Kwangan australien, l'équivalent de notre garrigue. Et celui-là, comment il s'appelle déjà? Je me Ça, rappelle c'est le pas. braquiquiton, ça. Braquiquiton, voilà, je me Mais là, on rappelle. arrive dans le Kwangan, tu vois. Vous y trouverez notamment une étonnante plante pyrophyte dont le feu stimule la production de fleurs. Voilà, je voulais te montrer Voilà, le fameux Black Boy. le fameux Black Boy qui a fleuri cette année. Alors tu le vois, c'est un arbre, on voit qu'il y a eu le passage du feu, tu vois, il y a des marques noires dessus, parce que cet arbre est né en Australie. Et en même temps, c'est une plante qui a besoin du feu. C'est-à-dire que quand tu as le passage du feu, le choc thermique provoque la floraison. Et ça sort très très vite. En 2 semaines, tu as cette hampe florale qui sort. Quand il était en fleurs, c'était vraiment tout un chapelet beau, hein. d'insectes Ouais, j'ai vu qui bourdonnaient, c'était magnifique. Et donc on raconte les Anglais donc, qui brûlaient ces champs de Black Boy parce que ça dégageait la végétation toujours pour se protéger par rapport aux attaques des aborigènes. Et quand ils se levaient le matin, ils voyaient cette forêt d'arbres un peu bizarres, si tu veux, tout noir, qui avait fait des inflorescences. Donc ils avaient l'impression d'avoir une armée d'aborigènes, qu'ils appelaient des Black Boys. Hein, C'était un terme qui était un petit peu raciste, on doit le dire. Hein. Et donc voilà, c'est la plante a pris ce nom que leur donnaient les Anglais. Alors, et ça, puis c'est là, un sujet qui a quel âge? un Black Boy, ça pousse à peu près d'1 centimètre par an. Ouais, alors, Donc lui, il fait 1m10, il est plus vieux que donc nous, oui, largement, largement même. Je pense même qu'il est plus vieux que la somme de nos 2 âges, tu vois. Un Black Boy super centenaire qu'Alain surveille de près sans pour autant aller à l'encontre de Mère Nature. Dans le jardin, pas de pesticides, pas d'allées gravillonnées et un arrosage très limité. Pour le reste, les plantes peuvent compter sur leur défense naturelle. Alors tous les pélargoniums, ce qu'on appelle communément un géranium, tous les pélargoniums viennent d'Afrique du Sud et presque tous les pélargoniums sont très très odorants. Vas-y, sens-le. Ouais, il y en a qui sentent le citron. Il y a plein d'espèces. Pour eux, c'est un moyen de se défendre. Hein. Faut bien voir que si nous on trouve ça, eux ça leur permet de ne pas être broutés par les herbivores, les antilopes locales. Hein. C'est ça que ça sert. Hein. Toujours quand tu as quelque chose que nous on trouve agréable, la plante elle l'a pas fait pour nous être agréable à nous. En général, elle l'a plutôt fait pour être désagréable à quelqu'un. Si vous passez par le domaine du Rayol, n'hésitez pas comme André à profiter pleinement des 11 jardins de la propriété, visitables toute l'année. Après cette palette de parfums enivrants, il est temps pour André de nous mener vers un autre rendez-vous tout aussi inspirant. À seulement 30 minutes du jardin du Rayol, à Cogolin, se cache un atelier au savoir-faire rare, où l'on fabrique depuis 1924 des tapis à la réputation mondiale. Bonjour Sandrine. Bonjour André, comment vas-tu? Ça va super. Un travail précieux et méticuleux qu'André va découvrir en compagnie de Sandrine, directrice des ventes. Allez Sandrine, régale-moi là. Écoute, on commence déjà par toute cette belle matière. Regarde. Donc, tu vois, on a la laine, le jute, le coton, tout ce qui va nous servir ensuite à fabriquer les tapis. Là, t'as de quoi faire pas mal de tapis déjà. On a un petit paquet, oui, effectivement. Un petit paquet dont il ne faut pas perdre le fil. Pour confectionner un tapis, on commence toujours par positionner une dizaine de rouleaux sur le cantre. Une fois disposés, les fils seront passés dans l'ourdissoir, cette étonnante machine du 19e siècle. Je te propose de voir avec Claudine comment ça se passe exactement. Oui, je suis curieux de ça. Cette drôle de bobine géante, Claudine, l'ourdisseuse, la surveille de près. Enchantée. Merci de me recevoir, merci. Claudine ourdit à l'atelier depuis maintenant 30 ans. Son rôle est de préparer la base des tapis. Fil par fil, nous les mettons dans un peigne. Et pour pas qu'ils se mélangent, on met ce qu'on appelle une envergure. C'est-à-dire qu'on sépare les fils 2 par 2. Et on met une envergure, c'est-à-dire que pour l'ouvrière, quand elle va devoir nouer son rouleau, c'est un repère. Elle ne va pas pouvoir croiser les fils. Pour réaliser un tapis de 3,50 m sur 4, comme celui qu'elle prépare, il faudra à Claudine pas moins de 30 bobines et 180 mètres de fil.
Claudine, j'aimerais bien essayer, c'est possible? Ah oui, tout à J'espère fait, que il je n'y vais a rien pas de casser, problème. hein. Voilà, alors Merci. vous les tenez tous entre vos mains Ouais. et vous Faut les laisser laissez le- glisser tout doucement. Et je mets les mains comme ça pour... Voilà, pour pas qu'ils s'en mêlent. Et là, je vais accélérer un petit peu, lancer la roue. Vous sentez que ça tire Ouais, quand ouais, même ouais. un petit peu. C'est normal. Hein. J'ai de la chance hein, de pouvoir faire ça. Hein. Ah oui, vous voyez. Il y a Non, un ça y nœud est, là. ça va le faire. Il n'est pas d'accord. On va le freiner, on va le tirer. Ah, voilà, c'est parfait. Et là, on arrive aux 100 mètres, le compteur va, va nous voilà. dire. Et là, c'est fini pour cette tenue. Une fois les fils triés sur le volet, il vous faudra suivre le bruit assourdissant des métiers à tisser pour découvrir les fameux motifs méditerranéens des tapis de Cogolin. Des dessins qui prennent forme au rythme du va-et-vient musclé de Rikia, tisseuse depuis 30 ans à l'atelier. Dans ce balai millimétré, un outil en particulier n'échappe pas à la curiosité d'André. Je vois qu'il y a ces cannes en inox là. Ça sert à faire le volume, le relief du dessin, l'épaisseur. L'épaisseur du tapis. Alors, comment vous arrivez à savoir qu'il faut un fil marron, après à côté 2, après à côté 3? C'est vous qui... C'est le système jacquard. Oui. Nous avons un carton perforé en haut. C'est lui qui fait le dessin en fait. Voilà. Telle une partition qui guide les crochets, le mécanisme jacquard de l'inventeur du même nom permet au fil de se soulever au rythme des perforations et de réaliser les motifs les plus élaborés. Un système révolutionnaire qui ne serait rien sans le savoir-faire de Rikia, gagné à la force du poignet. Et à chaque trame, il faut tasser. C'est ce qui donne La résistance du tapis. Il faut avoir une bonne poigne. Oui, pour je vois tasser. que vous avez la poigne là. Mais alors, si moi je me mets à votre place, je vais... Parce que je suis un peu plus costaud que vous, je vais avoir tendance à frapper. Et ça a une incidence sur le tapis. Faire un motif plus tassé. Ça aura une incidence sur le motif. D'accord. C'est pour ça que les tapis sont uniques, parce que chaque fille a une façon de taper différente. Sacré boulot, hein. C'est bravo, hein. nous, c'est qui nous encourage, c'est le résultat. Un résultat qui demande de la patience. Il faudra des centaines d'heures de travail aux artisans pour terminer leur tapis. Chaque motif sera ciselé et taillé avec précision au couteau. Enfin, tous les laits du tapis seront assemblés et cousus à la main, offrant des formes et des couleurs différentes à chaque commande. Je vais te montrer comment on aurait pu faire aussi. Surprenant, hein. Tu vois, ouais. Sur le modèle qui était en train de faire Rikia, qu'elle Ouais. nous a montré, il était fait en laine. Et là, tu vois, tu l'as le même en coton. Tu vois, ça rend pas du tout le même effet. En passant par Cogolin, n'hésitez pas comme André à pousser la porte de l'atelier. Il se visite sur simple demande ou lors des journées du patrimoine. Dans le Var, d'autres passionnés s'attachent à une sauvegarde bien différente, mais tout aussi essentielle. À Gonfaron, dans le village des Tortues, visitable toute l'année, on s'attelle depuis 1986 à la protection de la tortue d'Hermann, seule tortue terrestre de France. Pour tout savoir de cet animal emblématique de la région, André sait qu'il n'y a pas mieux que Bernard, le fondateur passionné de cette association. Alors Bernard, cette fameuse tortue d'Hermann, qu'est-ce que c'est les caractéristiques? Alors voilà une tortue mâle typique d'Hermann et on la reconnaît par des bandes noires là comme ça, bien régulières sous le plastron. Alors pour avoir son âge, il faut regarder sur une plaque. Il y a des stries là. Voilà. Alors on compte le nombre de stries, mais quand c'est très usé comme ça, moi je peux juger un petit peu par l'habitude que c'est un animal qui a une 60aine d'années. Voilà. Et comment on reconnaît un mâle d'une femelle? Alors, le mâle, il a une queue très très forte et son plastron est creux. Ouais. Pourquoi d'après vous? Pour la reproduction. Oui, Ouais. c'est pour se tenir sur le dos Sur de la le dos femelle. sinon il basculerait. Exactement, la nature est La bien nature faite est quand bien même. faite, ouais. Si la nature est bien faite, elle mérite parfois un petit coup de pouce. Dans le parc, la tortue d'Hermann n'est pas la seule à être bichonnée. Ici, on s'occupe de pas moins de 35 espèces différentes, dont on soigne les petits et les grands bobos. Alors Bernard, on est où là? Alors, on est dans la clinique des tortues, qui est un lieu exceptionnel, unique en Europe, ouvert en 1989 dans le but de soigner toutes les tortues abandonnées par le public. Et depuis, on traite 300 tortues par an, blessées de toutes sortes. Victimes de l'urbanisation, les tortues sont soignées à la clinique après des accidents généralement liés aux tondeuses à gazon, aux incendies
ou encore aux animaux domestiques. Vous voyez, ça c'est un chien, typique. Le chien... Alors, le chien, c'est pour la manger. Absolument. Ouais, il essaie de la mordre là et elle a eu de la chance. Les membres ne sont pas touchés. Mais il faut refaire une partie de la carapace parce que sinon, là, vous voyez, vous avez la chair qui est à vif en quelque sorte. Donc il faut qu'on referme ici et là, de façon à lui reconstituer un peu sa boîte osseuse, mais en plastique. Et ça, il fallait y penser quand même. Oui, dans la mesure où moi-même j'utilisais du polyester avant, parce que j'étais designer, je me suis dit, je vais utiliser la même technique pour réparer un animal vivant, ce qui paraissait bizarre. Un procédé étrange, mais qui va s'avérer extrêmement efficace. Donc voilà, on utilise de la résine de polyester qui va en 15 minutes devenir rigide. En quelques coups de pinceau, à l'aide de la résine et de la fibre de verre, Dr Bernard réalise une véritable chirurgie plastique qui sauvera la vie de cette petite Hermann. Vous allez voir, elle se fond littéralement avec le lieu où elle se trouve et elle va complètement se mélanger, on peut le dire, enfin se fixer sur la boîte osseuse elle-même. Elle est même transparente, donc on ne le verra même plus. Elle va être obligée de garder ça toute sa vie, là, pour le tortue. Non, justement. Comme elle va grandir, la tortue, la prothèse, elle ne va pas grandir et elle va tomber au bout de 2 ans, par exemple. Vous voyez. Voilà, regardez, tout de suite, ça fait spectaculaire. Allez, dans son box. Une fois reposée, cette tortue sera un jour réintroduite dans la plaine des morts. En attendant, certaines d'entre elles sont déjà suivies au quotidien par l'équipe scientifique du parc. Grâce à des capteurs posés sur leur carapace, il est possible de surveiller leur évolution dans leur habitat d'origine. Un travail essentiel et précieux, mené avec passion par l'association, qui permettra à terme de sauver cette espèce endémique. Il est temps pour André de laisser les tortues retourner se cacher pour nous mener vers la dernière étape de son voyage, tout aussi discrète. C'est un endroit secret, sur les hauteurs du golfe de Saint-Tropez, que seuls les habitués connaissent. À l'abri des regards, des petits cabanons familiaux varois se blottissent dans la colline. C'est dans celui d'André que nous avons la chance de passer un moment aujourd'hui, un lieu où il adore venir avec son ami, le cuisinier Guy Djeda. Regarde comme elles sont belles. Ah, elles sont magnifiques, magnifiques. L'année dernière, c'était pas pareil. Guy est le roi de la châtaigne et concocte avec ce fruit de la région des recettes provençales dont lui seul a le secret. Aujourd'hui, c'est ossobuco revisité aux légumes et aux châtaignes bien sûr. Première étape, les faire bouillir. Alors combien de temps ça, Guy? Moi je pense que 45 minutes, quoi. Mais là, le feu, il bombarde. Et pendant ce temps, oui, il bombarde parce que pour rester là, on va éplucher les légumes pendant que ça cuit. Et puis voilà, allez, on s'y met. Dans le cabanon familial, on cuisine toujours dans la bonne humeur. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon, des roches. Car pour les Varois, préparer le déjeuner dans ces petites maisons perchées est une véritable institution. Le cabanon, évidemment, c'est toute une histoire, hein. Tu la connais, Guy. Hein. Oui. C'est une histoire de famille, de copains. Et donc, les femmes, ma mère, ma grand-mère, ma tante, les amis, on faisait les gnocchis. Ma tante, elle disait la gnocologie. Tellement il y en avait. Et on était tous là, et puis on était contents, et voilà. Quelques souvenirs plus tard, il est temps pour André de plonger les haricots écossais dans la marmite et de retirer les châtaignes du feu. Alors, les châtaignes sont cuites, c'est pas les carottes, c'est les châtaignes, elles sont cuites. Et à la place, on met la poêle. Puis, Guy va préparer sa viande à la cuisson. On sale la viande. Ouais. Alors, toi, tu la sales avant? Ah oui. Quand on fait une viande en sauté, en ragoût... Ouais. Ah oui. Alors, à ce moment-là, la viande, elle est salée, tu t'en occupes plus. Ouais, il ne te reste plus qu'à saler le liquide, la sauce. Voilà. Donc, on va le faire maintenant coloré. Et pour la cuisson de cet ossobuco, notre pape de la cuisine provençale a une technique bien particulière. Alors là, regarde comment il fait de la belle couleur. Alors on va mettre de l'eau et on va mettre l'eau en 3 fois et chaque fois on va faire réduire. Et pourquoi en 3 fois alors? Je vais te le dire. Si on met l'eau, le litre d'eau, ça fait une viande bouillie. Il faut garder cet aspect rôti. Voilà. Tu vois, il n'y a presque plus de sauce. Mais pendant ce temps, cette sauce, elle prend un goût. Ça va être du nectar. Tu vois ?
Pendant que la viande prend des couleurs, nos cuisiniers épluchent les châtaignes. Puis, après avoir jeté l'eau des cocos, il est temps pour les carottes, le céleri et les châtaignes de passer à la casserole. La viande est ensuite incorporée aux légumes. Le tout n'a plus qu'à mijoter encore quelques minutes. Après 2 heures de préparation, place au verdict. Et avec André, il est sans appel. Ah ben, ça marche. Il n'y a plus rien à rajouter, juste Ah à ben, on va se régaler. C'est fin, tu sais. C'est très fin. Hein. C'est la perfection, Guy. On peut rien dire. Ouais. L'amitié, quoi. L'amitié, Voilà, ouais. l'amitié. Ciao, mon frère. Le Var regorge d'une palette de paysages variés à la richesse naturelle exceptionnelle. C'est au cœur du maquis provençal, à une centaine de kilomètres de Saint-Tropez, dans le décor authentique des petits villages perchés du Haut-Var, que nous vous proposons de continuer ce voyage. À commencer par celui que l'on surnomme à juste titre le village dans le ciel, Tourtour, classé parmi les plus beaux de France. Ce havre de paix, c'est avec Magali que nous allons le découvrir. D'origine bretonne, cette amoureuse de la nature a posé ses valises à Tourtour et ne se lasse pas d'arpenter cette Provence qui est tout naturellement devenue la sienne. Je suis arrivée à Tourtour il y a 10 ans. Je suis tombée amoureuse de la région, de ces petits villages provençaux, gorgés de soleil, accrochés dans les montagnes. On a la vue, on a un des plus beaux villages de France, on a la nature derrière, une forêt magnifique, des montagnes. Ici, j'ai trouvé de nouvelles racines. Un ancrage fort que Magali doit sans nul doute au charme incontestable de ce bourg typiquement provençal, empreint de son passé médiéval où règne chaleur et convivialité. Bonjour Mariette. Bonjour Magali, comment vas-tu? Et ces ruelles qu'elle aime tant, c'est en compagnie de son amie Mariette, guide du village, que Magali va aujourd'hui les parcourir. Alors on y va, on va la faire cette visite? Allez, on y va. super. Une balade qui débute par la place des Ormeaux, lieu de rendez-vous de tous les Tourtourins et dont le nom révèle une histoire bien connue des Provençaux. Ah, au fait, Mariette, j'ai une question. Pour moi, les ormeaux, en Bretagne, ce sont des coquillages. Alors pas du tout, hein. Ici en Provence c'est des arbres. D'accord. Il y en avait 2 derrière moi là, dans les pots qui faisaient la taille des pots. Ah, qui faisaient la section des... Des pots qui étaient quadricentenaires, ils avaient été plantés par Anne d'Autriche à l'occasion de la naissance de Louis XIV. Anne d'Autriche ne pouvait pas avoir d'enfants, c'est une catastrophe nationale. Elle a fait des pèlerinages et miracle, à Cotignac, c'est arrivé. Les prières des moines ont fait qu'elle a réussi à se retrouver enceinte. Et en action de grâce, ils ont fait planter des ormeaux sur tous les lieux de pèlerinage où elle était passée, entre autres Tourtour. Et tous les ormes d'Europe sont morts dans les années 70. Et alors, on a bien été obligé de les enlever. On les a remplacés par 2 oliviers. Restait le nom et les arbres ont changé. Et les arbres ont changé. 2 beaux oliviers quand même, hein. Oui. Très beau. De la place des Ormeaux, n'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles tortueuses de Tourtour. Vous tomberez sans doute sur la discrète Contadou, large de seulement 90 cm. Contadou, compter à 2 ou alors Contadou. compter. Voilà. Sa petite taille révèle une ancienne tradition du village. C'est la rue la plus étroite du village. C'est celle qui servait à compter les troupeaux, hein. Elle n'a pas été faite exprès, mais comme tu vois, là, c'est très resserré. étroit, Et donc, on passe un mouton ou 2 moutons. Et en plus, en face, il y a donc cette tour avec ce que j'appelle les cabanes, où les bergers comptaient les moutons. Au fur et à mesure qu'ils passaient, ça leur permettait aussi de voir les marques sur le dos des moutons, savoir à qui était le mouton, à quel troupeau. Voilà, compter les troupeaux avant qu'ils partent... Avant qu'ils partent en transhumance, et surtout pour prélever des impôts. Des impôts qui permettaient aux seigneurs de s'enrichir et de disposer des plus belles demeures du village. Je vais t'emmener voir un endroit qu'on a rarement l'occasion de voir, vu que c'est privé. C'est l'intérieur du vieux château. Et même si les seigneurs ont aujourd'hui disparu, le privilège de l'endroit reste le même. C'est rare de pouvoir monter ici. On est sur le château du 11e, là, en fait. Hein. Et avec cette vue, donc, qui fait que tous les seigneurs voulaient avoir un morceau de château pour pouvoir tout admirer. Et on voit donc la Sainte-Victoire, Toulon en face, le Coudon. Ouais. On comprend mieux pourquoi Tourtour s'appelle le village dans le ciel. Ben oui, et les habitants dans les nuages. Si, comme Mariette et Magali, vous êtes amoureux des grands espaces,
n'hésitez pas à grimper sur les hauteurs de Tourtour. À 635 mètres d'altitude, un panorama magnifique sur près de 100 km vous attend les jours de beau temps. C'est un trésor d'architecture d'un tout autre genre que nous vous proposons de découvrir maintenant. Blotti au cœur de la forêt, l'abbaye du Toronnais est un joyau d'art roman du XIIe siècle que Magali n'imaginait pas manquer. Bonjour Bernard. Bonjour Magali. Pour tout connaître du monument, notre guide sait qu'elle peut compter sur Bernard, l'administrateur des lieux. On y va? On commence? C'est parti. C'est en 1146 que des moines venus de Tourtour découvrent le site et décident d'y construire, selon les préceptes du modèle cistercien, une abbaye à l'esthétique dénudée, alliant pureté et simplicité. Pardon. Voilà, on est ici sur la terrasse extérieure qui surplombe en fait le cloître de l'abbaye du Toronnais. J'aime beaucoup cet endroit, hein, niché au cœur de la forêt. Absolument, là c'est un des grands principes cisterciens, c'est qu'effectivement on cherche le désert, on va s'isoler, et là la forêt du Toronnais joue ce rôle de l'isolement. Et puis le deuxième critère pour implanter une abbaye, c'était d'avoir de l'eau, et effectivement on a des sources partout. Des conditions qui permettent aux moines de vivre en complète autarcie, comme le prescrit la règle de Saint-Benoît. Cette règle stricte leur impose un quotidien de travail et de prière, d'humilité et de pauvreté. Mais si l'isolement du lieu est total, la vie au cœur de l'abbaye est, elle, bien différente. Alors Bernard, là, on se trouve dans quel endroit? Alors, nous sommes ici dans le dortoir des moines de l'abbaye du Toronnais. C'est une pièce extrêmement importante puisque les moines faisaient vœu de vie en communauté et c'est certainement le lieu le plus symbolique justement de ce vœu d'être ensemble. Ils dormaient tous là? Comment vivaient-ils? Oui, alors en fait, l'abbaye du Toronnais a été imaginée pour une cinquantaine de moines et une centaine de convers. Donc ça explique que ce dortoir soit très grand. En fait, les moines dormaient réellement collectivement. Un mode de vie austère, à l'image de l'architecture de l'abbaye. Sans aucune ornementation, elle trouve sa beauté dans la perfection de ses volumes, reconnus par les plus grands architectes. Une recherche d'excellence qui atteint son paroxysme au cœur de l'abbatiale, où les moines viennent sublimer le silence de la pierre 7 fois par jour. Il paraît que cette abbatiale a une acoustique exceptionnelle. Oui, alors ici, à l'abbaye du Toronnais, ce qui a été exceptionnel, c'est à la fois l'architecture dans cette abbatiale, mais bien sûr également le son. Et là, je vais laisser la parole à Christine, qui connaît parfaitement bien cette acoustique exceptionnelle. Oui, c'est vrai, elle fait partie des 10 meilleures acoustiques au monde. Il y a beaucoup de concerts qui sont donnés à l'intérieur, et pour avoir juste un peu une idée, hein, je peux te lancer juste une petite note pour voir. Bien, oui. Donc, tu entends? Impressionnant. Ouais, la portée est très longue. Oui, il y a à peu près entre 7 et 12 secondes en fait, de résonance, puisque les moines, on dit communément, hein, ils priment, en fait, ils chantent. Les 7 offices sont chantés, donc forcément, il y a une recherche pour l'acoustique. Donc le son circule. La pierre est extrêmement dure, c'est un calcaire, donc c'est pas absorbé. Donc du coup, effectivement, ça rebondit. Et puis, alors après, sont imaginées certaines grandes théories sur des vases acoustiques qui pourraient se trouver à l'intérieur des voûtes. Il demeure quand même quelques mystères qui, je pense, font aussi la beauté du lieu. Ce son magique, vous pourrez comme Magali le découvrir lors de l'un des nombreux concerts de chant grégorien programmés à l'abbaye durant l'été. Après avoir flatté vos oreilles, ce sont vos papilles que Magali vous propose de régaler maintenant. Pour cela, retour au cœur de Tourtour, où notre guide est attendu de pied ferme. Bonjour Michel. Oh! T'as commencé sans moi là? T'as vu non? Bonjour ma chérie. Au village, Michel est le maître incontesté de l'emblématique aioli provençal,
Une sauce ancestrale, aromatisée à l'ail et à l'huile d'olive, que tout bon Varois réalise les yeux fermés. Alors en principe, la recette, c'est une gousse par personne. Ouais. Et puis voilà, alors après, au fur et à mesure, si on plus il y a de personnes, plus on met de gousse, quoi. D'accord, tu vas ajouter ta préparation. Voilà. Une recette simple, dont le secret de la réussite tient au tour de main de ses cuisiniers. Alors ensuite, on prend le pilon et on pile. On pile énergiquement, vas-y, pile. Et il faut avoir, n'aie pas peur, il faut se faire une pommade. Allez. Moi, j'embauche que les gens qui bougent. Hein. D'accord, c'est de l'huile de coude en fait, hein, Oui. beaucoup. Allez, fais voir, je vais un peu t'aider. Ah oui, d'accord. Alors, Oh là là, d'accord. hein, Oui, tu casseras pas le mortier, il est en pierre. Hein. Tu vois, regarde comment j'ai réussi à faire la pommade. Hein, Magali? Bon, j'espère que tu... Allez, continue. Ensuite, il faut incorporer les œufs et l'huile d'olive à la préparation, toujours avec la même énergie. Un petit peu Voilà. d'huile d'olive. Vas-y. Voilà. Alors là, on voit bien le mélange qui se monte tout seul. Quoi. Ça y est, elle Mais se il faut tient. faire attention de ne pas mettre trop d'huile pour ne pas la noyer. Parce que si on la noie, il y a tout qui tombe et ça revient de l'huile. Voilà. C'est un bon coup de coude hein, quand même. Hein. Ah ouais. Mais j'aime beaucoup le cueillard aussi. Bien, au revoir. Après quelques minutes d'effort, place au résultat. Et pour savoir s'il est temps de s'attabler, Michel a une astuce infaillible. Alors, la pommade est terminée, l'aïoli est monté. Et normalement, hop, et ça doit rester. L'aïoli est réussi. Exactement. On va le déguster. Et voilà. Tout comme Michel et Magali, vous pouvez réaliser un aïoli garni, accompagné de légumes de saison et de morue. Regarde ça, si c'est pas beau. Oh là là, merci. Allez, une petite pour moi. Et voilà. Et je te souhaite un bon appétit. Hein. Merci. Alors moi, je vais le goûter déjà un petit peu comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Histoire pour voir si vraiment j'ai bien travaillé. Je pense que tu vas pouvoir m'épouser. Délicieux. Bon, alors Et on va alors, goûter. l'aïoli en Provence, c'est vraiment un plat de fête. Hein. C'est-à-dire, au départ, c'était un plat qu'on faisait le vendredi, en famille. Mais quelquefois, quand on s'ennuie dans les petits villages du Haut-Var, des fois, on se retrouve, une bande de copains, et on se dit, si à midi on faisait l'aïoli, on fait l'aïoli. L'aïoli. L'aïoli, ça c'est provençal. Et tout le monde mangeait l'aïoli. Voilà. Il est très bon ton aïoli, Michel, vraiment. Tu sais que dans le mortier, j'ai tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Alors ça, Voilà, t'as pour Obélix. ça que, T'as Obélix qui est tombé dans la... dans la potion magique, moi j'ai tombé dans le mortier. T'es tombé dans le mortier. Aux portes du Var, entre le bleu azur du golfe de Saint-Tropez et les villages perchés des Alpes de Haute-Provence, nous vous proposons pour la dernière étape de notre balade une halte dans les magnifiques gorges du Verdon. Les gorges du Verdon, c'est la destination immanquable de la région. Un décor aux multiples facettes qui vous donnera avec ses falaises vertigineuses et ses plages de sable blanc des impressions de bout du monde. Olivier est un enfant du pays. Pour se passionner de nature, le Verdon est un formidable terrain de jeu dont il va vous présenter tous les trésors. À commencer par le lac de Sainte-Croix, petit bijou de la région, où notre guide aime particulièrement s'arrêter pour admirer le paysage. J'ai toujours connu ce paysage, c'est le paysage de mon enfance, de mon adolescence. Et ce que j'aime particulièrement dans les gorges du Verdon, c'est la diversité des paysages. Dans le Verdon, on va avoir des montagnes, on va avoir des rivières, des lacs. Donc c'est vraiment un endroit où on a à la fois, on est entre la mer et la montagne. Et on touche le ciel. Tout près du lac de Sainte-Croix, le village de Moustier-Sainte-Marie semble lui aussi tutoyer le ciel. C'est sans doute parce qu'il a été fondé au 5e siècle par les moines de Lérins que ce village accroché à flanc de falaise a des allures de crèche vivante. Ses ruelles provençales typiques, son clocher de tuf ou encore ses toits de tuiles au ton pastel font de ce village de caractère le plus emblématique des gorges du Verdon. Un incontournable dont Olivier ne se lasse pas du charme. Pour en découvrir les moindres secrets, il peut compter sur Amina, guide incollable sur toutes les histoires du village. Et la plus célèbre d'entre elles commence avec un drôle d'objet. Je vois que tu as une barre en fer dans les mains.
C'est pas pour me frapper quand même. Mais Non, non, je dis pas trop quand de bêtises. même. Bon, au bout d'un moment, je vais bien finir par te raconter le pourquoi du comment. Donc, Je veux bien. ceci est un maillon Mhm. de la chaîne qui soutient l'étoile D'accord. là-haut, entre les deux rochers. Tout ce qu'on voit là-haut. Là. Exactement. Cette étoile, les premières traces écrites datent du XIIe siècle. Mhm. En fait, on ne sait pas qui, quand, ni comment, et même pourquoi. On est juste sûr d'une chose, que c'est un ex-voto. Il y a D'accord. plusieurs légendes qui sont contées sur cette étoile. Hein. Donc la légende la plus connue, c'est celle d'un fameux chevalier qui serait parti en croisade et qui se serait fait prisonnier. Et du fond de son cachot, il aurait juré qu'en revenant à Moustier, s'il revenait à Moustier, sa terre patrie, il mettrait cette étoile suspendue entre les deux rochers en remerciement. D'accord. 9 siècles plus tard, l'étoile gargantuesque veille toujours sur le ciel de Moustier, continuant d'alimenter bon nombre de légendes. On dit qu'il y a une vingtaine de légendes, oui. voilà, dites un fameux... Tu les connais toutes? Oui. Pour apercevoir l'étoile de plus près, n'hésitez pas à monter jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, à l'origine de la cité. Il vous faudra grimper courageusement ces 262 marches pour l'atteindre. Mais de là-haut, la vue est si belle que vous en oublierez bien vite vos efforts. Restés au bas du village, nos guides portent eux leur attention sur le clocher de l'église, qui n'attire pas moins la curiosité. Notre clocher, il est roman lombard, il fait partie des 3 clochers mouvants qui existent en Europe. Donc, D'accord. Vous le bougez dans le village? Non, Olivier. En fait, on dit que notre clocher se mouve même au branle que la cloche. Donc à chaque fois que la cloche retentissait, le clocher bougeait comme ceci. Et le prieur de l'époque, Jean de Berthet, a décidé de la consolider avec les tirants en fer que tu vois là. Ok, on continue? Allez. Si comme Olivier et Amina, vous arpentez les ruelles pavées de Moustier, un détail présent sur les murs du village n'échappera sans doute pas à votre intérêt. Donc, on est arrivé sur la place Paumée. Je vais te montrer. Les noms de rues sont écrits en faïence. Donc, la faïence, tu as dû te poser des questions Oui, il y a là-dessus. plein de boutiques ici à Moustier, c'est impressionnant. D'ailleurs, Et oui. pourquoi toute cette faïence? Donc, au XVIIe siècle, tu as un moine venu de Faenza, en Italie, qui donne le secret de la fabrication de la faïence à Pierre Clérici. Celui-ci, c'est le premier potier à avoir reçu le titre de faïencier. Peu à peu, le secret de la fabrication de la faïence se sait au niveau des ateliers de poterie. Et donc, tout le monde fabrique de la faïence à Moustier. Un savoir-faire si précieux que sa notoriété atteindra le royaume de Louis XIV. Il ordonnera lui-même que sa vaisselle d'or et d'argent soit fondue, ne gardant à sa table que la faïence de Moustier. À ce moment-là, il proclame la faïence de Moustier comme étant la plus fine de son royaume. Donc digne d'être à sa table. Voilà, exactement. D'accord, ça tombe bien parce que moi j'ai rendez-vous avec Anne qui va me faire visiter son atelier de faïencerie. Ah, super. Donc, voilà, merci beaucoup pour tes explications. Bon, si ça t'a plu, écoute, je te guide vers l'atelier de Anne. Ok, super, Allez. merci. Si Olivier ne perd pas une minute pour se rendre à l'atelier d'Anne, c'est parce que la faïence est une affaire de famille. Bonjour, bonjour. Bonjour Olivier. Salut Anne. Je viens pour visiter ton atelier. Avec plaisir. Allez, on y va. Ici, chaque main s'affaire avec précision et dextérité depuis maintenant 3 générations. Des secrets de fabrication qu'Olivier va découvrir avec Anne, qui les connaît depuis son enfance. Et tout commence avec un savant mélange à base d'argile et de nombreux ingrédients dont le dosage est tenu secret depuis 70 ans. Donc c'est un mélange, c'est une recette maison que mon père a élaborée. Secret de famille. Secret de famille, voilà. Et on va mélanger tout cela avec de l'eau pour obtenir une terre qu'on appelle de la barbotine. D'accord. Puisqu'après, on va remplir nos moules de cette terre D'accord. liquide, de cette barbotine. Donc tu barbotes dedans depuis que tu es toute petite. Et puis voilà, je suis née dans des pots, pas dans les choux. Ces moules sont le trésor de l'atelier Lallier. Tous façonnés par le père d'Anne, ils peuvent être utilisés jusqu'à 200 fois avant qu'ils ne s'émoussent. Mais celui qu'Anne tient entre ses mains a encore quelques tirages devant lui. Donc on va remplir notre moule de terre qui est liquide. On va le voir qu'elle est vraiment très très fluide, cette matière. Ah oui, c'est On dirait du chocolat fondu. c'est ça. Donc on remplit le moule jusqu'à ras-bord. Donc maintenant, c'est la magie du plâtre. On n'a plus rien à faire. Donc lorsqu'on a jugé l'épaisseur arriver à son terme,
On va pouvoir vider tout simplement en retournant le moule. Une fois l'argile versée, il faut à peine 45 minutes à la matière pour épouser les contours du moule, se solidifier et apparaître sous une nouvelle forme. La naissance d'un vase. La naissance d'un vase. Hop, on va le poser là. Tu vois, on se rend compte que c'est encore très malléable là. Si on avait des pressions trop fortes, on abîmerait le profil du vase. Maintenant, on va le laisser sécher à l'air libre pour après enlever les coutures. Et le temps de séchage? Oh, généralement, entre 24 et 48 heures. On va s'en rendre compte du séchage grâce à la couleur. Là, on se rend compte que c'est une couleur très vive, un petit peu couleur tomate. Et après, ça va devenir vieux rose. Et quand les pièces sont vieux rose, on sait qu'elles sont vraiment sèches. C'est à la vue. C'est à la vue. Ensuite, c'est le temps de l'ébarbage. Chaque surplus d'argile est délicatement et patiemment retiré au couteau. Puis, les pièces sont cuites à 1020 degrés pour être solidifiées. Et si 20 heures sont nécessaires au refroidissement, la prochaine étape, l'émaillage, est quant à elle des plus furtives. Il faut faire attention parce que là, c'est rapide. On fait un peu de magie ici. On va tremper nos pièces dans ce bain. Et voilà. On peut constater, elle sort toute blanche, mais surtout, elle est déjà sèche. Ouais, ça sèche super vite. Est-ce que je peux essayer? Avec plaisir. Oui, non. On plonge doucement dans le bain. C'est déjà sec. Ouais, c'est vraiment, ça sèche ultra vite. La porosité, c'est ce qu'on a voulu atteindre. Hein. La cuisson permet la solidité, mais surtout la porosité de la matière. L'argile, très absorbante, permet à l'émail de s'incorporer et de sécher en une fraction de seconde sur ses assiettes. Une étape cruciale qui permettra la décoration des objets. La première faïence de moustier. Oui, mais tu peux pas la poser tout de suite parce que moi j'ai pas fait l'étape, mais toi il va falloir que tu enlèves l'émail qui est sur le pied de la pièce. Ça c'est pour la deuxième cuisson, pour pas qu'après Pour pas que ça reste collé. ça reste collé. Voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a émaillé la pièce, on va décorer les objets. Okay. C'est la plus grande partie de notre fabrication et ça se fait là-bas. Si comme Olivier vous passez à l'atelier d'Anne, vous pourrez observer le travail méticuleux des décoratrices qui donne vie à ces motifs réalisés avec passion. Après les décors raffinés de l'atelier de faïence, nous vous proposons de terminer cette balade par un décor d'un tout autre genre, unique en Europe. À 2 pas de Moustier, les gorges du Verdon à la beauté exceptionnelle attirent pas moins de 600 000 amoureux de la nature chaque année. Pourtant, non loin de ce paradis très convoité, dans les basses gorges de Baudinard, il existe un Verdon encore sauvage et discret, préservé des touristes. Des gorges secrètes qu'Olivier va parcourir aujourd'hui en compagnie de Yannick, qui en connaît les moindres recoins. Écoute, moi je viens ici depuis 88. 88 ? Donc c'est un peu mes gorges. C'est chez moi ici. Son charme si particulier, le Verdon le doit en grande partie à la pureté de sa couleur. Ce vert émeraude qui n'existe qu'ici. Une teinte étonnante due aux micro-algues et au fluor contenu dans la rivière. Mais pour comprendre l'origine de ce paysage enchanteur vieux de 400 000 ans, il faut faire un sacré bond dans le temps. Alors, il faut savoir qu'ici, au départ, on va dire que voilà, il y avait un océan, une mer qui s'appelait la Tétis, donc pas très profonde, une mer chaude. Donc là, il faut s'imaginer, il y a quelques millions d'années, sur la plage, en train de siroter un petit mojito. C'est les tropiques. Et des tropiques à la rivière, il faudra encore attendre le travail des mouvements tectoniques sur ces falaises durant des centaines de millions d'années pour enfin voir naître le Verdon. Ce décor aux couleurs changeantes, les hommes préhistoriques le contemplaient déjà du haut de leur caverne. Donc il y a beaucoup de grottes là. Ouais. Alors par rapport au Verdon, faut savoir qu'entre le barrage de Sainte-Croix et le barrage d'Esmaron, on a une 60aine de sites archéologiques répertoriés. Car ces impressionnantes cavités perchées dans la roche étaient il y a déjà 6000 ans avant notre ère un lieu de vie. D'accord. Et dans cette grotte, on a retrouvé une pierre en obsidienne. Alors, je ne sais pas si tu connais l'obsidienne, c'est une pierre volcanique noire qui vient des îles Lipari, qui est datée à 2005 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que déjà, à l'époque, tu vois, il y avait une route commerciale qui faisait venir des objets jusqu'à là. Donc cette grotte, c'est vraiment un condensé de la préhistoire. Un condensé de préhistoire et d'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les cavités deviennent les cachettes stratégiques des maquisards qui défendent la France jusque dans les gorges. Et un jour, j'ai retrouvé des grenades dans un trou. Ah bah oui.
Et les anciens me racontaient qu'à l'époque, ils traversaient et en fait, ils planquaient les grenades dans les trous. Et si jamais ils étaient suivis par les Allemands, bah boum, ils balançaient. En quelques coups de pagaie, changement d'ambiance. Dans le fond des gorges, le paysage prend des allures de jardin suspendu. Quand on rentre dans la dernière partie des gorges de Bodinard, il y a des cascades donc là, ça magnifiques. se resserre. Petit canyon. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans le coin. Et donc là, c'est des sources naturelles? Alors non, pas du tout. On a l'impression que c'est des sources, mais en fait, derrière, on a le lac de Sainte-Croix, qui est le plus grand des lacs du Verdon, le deuxième de France, qui pousse sur un massif calcaire qui est fissuré de partout. Donc tout ça, c'est des résurgences, c'est des fuites. D'accord. C'est des résurgences du lac de Sainte-Croix. Donc si tu veux, ici, tout l'écosystème a changé depuis qu'il y a les barrages. Le barrage Sainte-Croix qui date des années 70. Et si tu veux, ensuite, ben voilà, ça s'est mis à couler. Ça passe à travers les failles. Et donc du coup, tu as toutes les fougères, les mousses, fougères capillaires, les mousses qui se sont installées. Et donc c'est vraiment exceptionnel. En fait, c'est un mélange entre la végétation liée à l'eau, comme les fougères, les mousses, et tout ce qui est végétation méditerranéenne au-dessus. Ouais, voilà, parce qu'on est entre le Haut-Var et les Présalpes. Donc du coup, on a un peu des deux. On a du chêne vert, on a du chêne blanc, on a du hêtre. Et après, tu vois, ici, on a des filaires, on a des figuiers, on a vraiment beaucoup d'espèces. Ah oui, c'est... Ce qui fait que c'est pas mal. C'est assez conséquent, ouais. Ouais. Il faudrait du temps à Yannick pour toutes les énumérer, car dans les gorges du Verdon, la flore est reine. Plus de 2000 espèces de plantes poussent avec bonheur sur la roche. Cette douce promenade dans les gorges de Bodinard s'achève. Bien d'autres splendeurs restent à découvrir dans la région. Les multiples merveilles du Var ne finiront jamais de vous surprendre.